Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Culture Soccer à l'érable, donc CS à l'érable, l'épisode 12 aujourd'hui. Donc je suis de retour, Adi Raphaël, à l'animation, accompagné bien évidemment par mon cher Daniel Cameron. Salut Daniel, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien, merci Hedy. Content de te revoir. Ouais, ok, les deux originaux qui reviennent sur Terre et qui sont enfin de retour ensemble pour ce nouvel épisode de CS à l'érable. Ça fait un bout, hein? Ça fait quoi? Un mois qu'on n'a pas été tous les deux ensemble? Quelque chose comme ça, oui. Ouais, mais bon, en tout cas, ça fait du bien d'être de retour à nos habitudes et pouvoir parler, bien évidemment, de soccer canadien. Il y a eu beaucoup de choses cette semaine et c'est depuis le dernier épisode qui a été excellent. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille de l'écouter avec Anthony Devarenne et votre invité, Matt Gurley, qui était très intéressant. Mais cette fois-ci, on va parler, bien évidemment, on va commencer en tout premier par parler de la Première Ligue canadienne parce que c'est notre sujet, parce qu'il y a il y avait des matchs assez, pas très importants, mais assez intéressants à discuter, à analyser. On va commencer en premier par le premier match qui s'est joué samedi le 12 octobre entre York 9 et Forge FC. Une victoire de York 9 assez large sur le score de 4-0. Je ne sais pas si tu te rappelles, Daniel, mais au début de la saison d'automne, on était en train de discuter, toi et moi, et puis tu m'avais dit que York 9 veut vraiment paraître lors de cette saison d'automne. Et il voulait vraiment titiller les deux premiers et prouver qu'ils sont capables d'être dans les deux premières places. Finalement, ça n'a pas trop marché pour eux, même s'ils avaient très bien commencé le championnat. Puis là, ça a pas trop bien marché. Par contre, sur ce match-là, ils se sont réveillés. Une victoire de 4-0. Vraiment, Forge FC était juste pas là, n'est-ce pas? Eh bien, faut pas oublier que le Forge FC avait fait tourner l'effectif. Donc, ça explique en partie le résultat. Il y a aussi l'aspect derby, le fait que c'était la dernière fois que les deux clubs s'affrontaient au York Lions Stadium. Donc, c'est des éléments qui font en sorte que le York 9 était plus motivé pour gagner ce match. Alors que mais par contre, le Forge FC voulait le gagner aussi pour s'assurer de la première place pour la saison automne. Et fait cocasse, je sais pas si tu as eu l'occasion de compter, mais sur le total des affrontements entre le York 9 et le Forge FC, on a 6 buts de chaque côté. Ah ouais. OK, oui, bon à savoir. Oui, alors, mais sauf que le York 9, 4 de ces 6 buts ont été marqués lors du dernier match. Effectivement, le York 9 a eu beaucoup de difficultés contre son voisin du Forge FC cette saison. Pas que contre cette équipe, mais entre autres, après le match nul, au match d'ouverture, il y a eu 3 défaites pour le York 9 et après ça, au moins ils se sont repris lors du dernier match de la saison. Oui, exactement. T'as complètement raison. Ils se sont repris et de la belle façon. C'est drôle parce que on parlait de York 9 un peu avant. J'ai écouté votre dernier épisode et puis j'ai été impressionné par la façon de jouer de York 9. C'était quand même assez offensif. On n'avait pas vraiment vu ça depuis le début du championnat. Oui, de temps en temps, c'était offensif, mais cette fois-ci, contre une énorme équipe de Forge FC, même si elle avait fait tourner, une défaite comme ça sur ce score-là de 4-0, ça doit faire mal au moral, surtout que Forge, comme tu l'as dit, voulait encore s'emparer de la première position du classement. On va en parler un peu plus tard du classement. Ils ne sont pas du tout décrochés de cette première place, mais n'empêche, un 4-0, ça vient faire mal au moral, non? Effectivement, surtout que du côté de York 9, il y a eu 2 joueurs qui ont eu l'occasion d'ouvrir leur compteur en CanPL, qui sont Dikiara et Abzi. Et on a eu Gatas qui était resté muet depuis très longtemps, a pu marquer. Donc, c'était maintenant ou jamais pour les joueurs de York 9 et même Adjei, je sais que tu aimais bien le joueur. Tu avais beaucoup d'espoir envers cet attaquant au début de la saison.
Lui aussi, il a été en mesure de marquer un beau but qui a trompé le gardien Roberts. Donc, moi, je pense que York Nine peut être fier de sa prestation, mais malheureusement, au terme de la saison, c'est trop peu, trop tard. Trop Mais au peu, moins, trop tard, ouais. ils ont pu régaler leur public avec un beau score. Exactement. Et puis, ils ont donné aussi une première victoire dans ce derby de 9-0-5. C'est la première victoire de York 9 FC dans ce derby. C'est la cinquième confrontation entre les deux équipes. Jusqu'à maintenant, Forge FC avait gagné 3 matchs. Il y avait un match nul, puis York 9 n'avait pas encore gagné de match. Puis c'est la première fois qu'il s'imposait face au Forge FC et un beau score de 4-0. C'est une belle façon de remercier un peu leurs partisans vers la fin de la saison. C'est pas le dernier match de la saison pour York 9 à domicile, mais n'empêche, c'est quand même une belle façon de remercier, de battre un peu l'autre équipe du derby sur le score de 4-0. Juste après, quelques jours plus tard, donc c'était juste hier, donc hier le 16 octobre, aujourd'hui on est le 17 octobre, c'était Forge FC qui recevait Cavalry. Le Cavalry FC, on sait que ça va être la finale entre ces deux équipes-là, ce n'est plus une surprise. On l'a mentionné sur Culture Soccer plusieurs fois, comme quoi ça allait être la finale entre les deux équipes. Et puis cette fois-ci, Forge FC s'en sort avec la victoire sur le score de 1-0. Juste pour ceux qui n'ont pas suivi cette confrontation entre ces deux équipes-là, euh, toute compétition confondue, Forge FC et Cavalry FC ont déjà joué à 7 reprises l'un contre l'autre parce qu'ils se sont affrontés aussi lors du championnat canadien où Cavalry s'est imposé. Et ça a toujours été des scores très serrés, mais vraiment très serrés avec juste un seul but d'écart. On a vu, ça c'est quand il y avait victoire. Il y a eu un seul match nul. Le reste du temps, on voit par exemple Cavalry qui s'est imposé en mai sur le terrain de Forge. On voit en juin, c'est aussi Cavalry qui s'est imposé à domicile face à Forge. De nouveau en juin, c'est Forge qui s'est imposé à Cavalry. Après, Forge s'est imposé de nouveau face à Cavalry chez eux. Toujours un but d'écart. Ça a toujours été une grosse confrontation entre les deux, des équipes très, très proches en niveau. Finalement, sur ce match-là, c'est victoire de Forge à domicile à Hamilton sur le score de 1-0. Un but de notre Québécois chéri David Chouanière. Par contre, gros problème, Dominique Samuel qui reçoit un carton rouge. Tu peux nous expliquer pourquoi c'est un gros problème? Eh bien, parce que il va devoir manquer le match aller de la finale à domicile. Et que c'était un carton, disons, très controversé. Ben, c'était son deuxième jaune. C'était sur une faute sur Escalante. Et on connaît Escalante pour ses talents de simulateur dans cette ligue. Sa réputation n'est plus à refaire. Donc, honnêtement, j'ai revu plusieurs fois le ralenti après le match et j'ai toujours de la difficulté à savoir est-ce qu'il y avait vraiment faute. Lui, il insistait pour dire qu'il n'y avait pas faute. Et, en fait, Samuel était intelligent, a su cru intelligent, en fait. Après qu'il y a eu le contact avec Escalante, il est resté à terre. Escalante, lui, s'en est pris à l'arbitre en réclamant un carton. Et l'arbitre a demandé à Samuel de se relever, donc il estimait que Samuel simulait. Et il y a eu il y a des échauffourées avec des joueurs des deux équipes et finalement Samuel s'en est sorti avec un jaune. Il levait les mains d'incompréhension devant l'arbitre et en riant sarcastiquement en sortant du terrain. Et sachant très bien qu'il va manquer le match aller de la finale. C'est assez dommage parce qu'il va manquer le dernier match de son équipe à domicile. Oui, exactement. Et c'est vraiment très dommage, surtout que c'est quand même la finale, la première finale de l'histoire de cette compétition. Et puis, avoir un carton rouge, euh, est-ce que tu penses que l'entraîneur de Forge FC, Simiotis, pardon, aurait dû remplacer Samuel avant ça? Parce qu'on le sentait, il était quand même un peu chaud. Samuel, c'est pas quelqu'un de très calme. C'est quand même quelqu'un avec un gros gabarit. Puis, est-ce que tu penses que ça aurait pu être
ça pourrait être évité de la part du coach de sortir Dominique Samuel avant cet incident-là, parce que quand même, le deuxième carton jaune est survenu à la 71e minute, donc il a eu la chance de sortir Samuel à l'avance, surtout Cavalry avait déjà fait un changement avant ça. Je sais pas, est-ce que tu penses que ça aurait pu être quelque chose évité par l'entraîneur de Forge? Et bien sûr que c'est toujours intelligent de calculer, surtout comme là, son premier carton était quelques minutes avant. Il n'y avait pas eu une grande intervalle de temps pour faire son changement, là. On ne sort pas quelqu'un immédiatement après un carton jaune. C'est sûr que dans la gestion de fin de match, ça aurait pu se faire. C'est quelque chose qui se fait, comme on dit. Dans ce cas-ci, ça ne s'est pas fait. Et est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à l'entraîneur? Difficile maintenant. Ben, il y avait un match à jouer et de toute façon, le match a été gagné. C'est sûr qu'il aurait préféré pouvoir avoir Samuel pour la finale, mais il y a un autre joueur qui va bénéficier de cette place. De toute façon, avec l'arrivée d'Edgar dans l'équipe pendant la saison, l'entraîneur a pu avoir un peu plus de profondeur en défense. Donc, je m'inquiète pas à ce niveau-là. Le Forge FC a quand même de la profondeur dans l'équipe. Ce sera à voir est-ce que son absence va être vraiment préjudiciable pour le match aller de la finale. D'accord. Et puis, est-ce que tu penses que ce résultat-là, cette victoire de Forge FC face à Cavalry, est-ce que mentalement, ça peut jouer avant cette finale? On sait que cette finale va se jouer pour nos auditeurs qui nous écoutent. Le match aller de la finale se joue le 26 octobre, donc dans 10 jours. Et le match retour se jouera le 2 novembre, donc une semaine plus tard. Pardon. Oui, c'est ça, une semaine plus tard. Exactement. Donc, est-ce que tu penses que mentalement, ça peut jouer? Parce que c'était le dernier match entre Forge FC et Cavalry FC cette année. Et ça peut être quand même quelque chose de mentalement assez important pour Forge FC, malgré le fait qu'il y a eu un carton rouge. Une belle victoire sur le score de 1-0. Moi, je pense que ça peut jouer. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Eh bien, moi, je pense que une finale, ça reste une finale. Comme on dit, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc, ce sera aux deux équipes de prouver les deux équipes vont compétitionner pour prouver laquelle est la meilleure. Et comme tu l'avais mentionné plus tôt, ça a toujours été serré entre les deux équipes. Donc, je m'attends à un match assez intéressant de part et d'autre. Et on a eu, honnêtement, c'est un peu dommage, mais au moins, on termine la saison avec ça. C'est un peu dommage dans le sens que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de suspense dans le haut du classement de la ligue. Et je sais pas pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça aurait peut-être été mieux de faire des playoffs à quatre équipes? Ou est-ce que tu aimes bien la formule actuelle? Ben, on en avait déjà parlé. Moi, j'aime pas le côté championnat automne, championnat de printemps. J'aime pas ça. J'ai jamais aimé ça. J'ai pas aimé ça en Amérique du Nord. J'ai pas aimé ça partout. Puis c'est pas maintenant que je vais changer d'avis. J'aime pas cette formule-là parce que je trouve que il n'y a pas de continuité. Après, je comprends la raison de la chose. C'est avec cette équipe, c'est quand même difficile de faire une saison sur 5 mois et garder un peu l'intérêt. Donc, il fallait un peu recréer un nouvel intérêt en divisant ça en deux. Je peux comprendre ça. J'espère juste que ce ne sera pas sur le long terme. Ça, c'est mon point de vue à moi. Est-ce qu'il y aurait dû y avoir des séries? Je pense qu'on est encore au balbutiement d'une ligue professionnelle qui serait à ce moment-là assez importante. On est encore au balbutiement de ça. C'est encore la première année. Puis ce format-là aura tendance à changer au fur et à mesure qu'il y ait des expansions. Vous avez parlé la semaine passée de l'expansion à Saskatchewan. J'espère que ça va se faire assez vite. J'espère qu'il y aura un minimum de 3 équipes qui vont rejoindre la CanPL d'ici l'an prochain pour voir au moins un championnat avec 10 équipes. Puis à ce moment-là, peut-être encore garder ce format de session d'automne et session de printemps, mais sauf que avec un peu moins, au lieu d'avoir 5-6 matchs entre 2 équipes durant la saison, qu'il y en ait 3 ou 4, que ce soit un peu plus logique, qu'il y ait un peu plus d'engouement autour de ces matchs-là, parce que le phénomène de la rareté va aider à hausser l'intensité durant ces duels-là. Ça, c'est des trucs qui vont être sujets à changement au fur et à mesure que la Ligue grandit. Maintenant,
Non, il y a encore du suspense sur la fin du championnat. Oui, c'est juste entre deux équipes, Forge FC puis Cavalry FC. Forge a 37 points maintenant, Cavalry a 35 en date d'aujourd'hui, le 17 octobre. Bon, Forge a un match de plus. Il y a encore ce titre de champion d'automne qui peut être intéressant, qui est quand même le premier champion d'automne de l'histoire de la CanPL, qui a encore un titre à accrocher pour Forge FC. Mais je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense que l'engouement, en fait, est plus là et un peu moindre parce que ces équipes-là, je viens juste de le dire, Forge FC et Cavalry FC se sont rencontrés 7 fois cette année. C'est quand même beaucoup. C'est énorme. Bon, c'est sur 2 compétitions, mais n'empêche, c'est énorme. C'est beaucoup trop pour créer un certain engouement autour d'un seul duel. Et j'espère voir une certaine évolution de ça l'année prochaine. On va en parler un peu plus tard de ce point de vue-là. Toi, t'en penses quoi? Bien, je suis mitigé. C'est que, comme tu l'as dit, il y avait seulement cette équipe. Donc, c'était difficile pour la Ligue de trouver un format qui, qui se voulait en même temps différent de ce qui se fait ailleurs, tout en tenant compte du nombre d'équipes. On voulait pas des playoffs parce qu'on voulait pas que ça fasse trop nord-américain. On voulait garder le momentum avec les 2 saisons, l'histoire du 1er juillet qui a fait en sorte que la première partie était trop condensée, avoir 28 matchs parce qu'au début on pensait qu'il allait avoir 8 équipes, donc il n'y a pas eu le même nombre de matchs contre chaque équipe. C'est un paquet d'éléments. Là, ce que j'ai cru comprendre, que j'ai lu un peu partout, il paraît que les équipes veulent réclamer des playoffs parce que si on regarde le classement, supposons qu'il y avait eu des playoffs entre les 4 premiers, ben il y aurait encore un peu de suspense entre la 6e et la 3e place, là. Il y aurait Ouais, c'est deux vrai. équipes il y aurait 2 équipes qui se battraient, qui se battraient pour une place en playoff. En même temps, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire entrer 2 équipes dans les playoffs pour une fin de saison qui est potentiellement insipide? En même temps, comme tu l'as dit, le Forge et le Cavalry, toute la saison, ils se sont affrontés. Ça a toujours été serré, mais c'est difficile d'instaurer des rivalités. Au-delà des derbies régionaux, les rivalités, ça pogne pas toujours. Ouais, Donc, mais tu sais, Daniel, je suis désolé d'interrompre, mais par rapport aux rivalités, ça va se jouer avec l'histoire, OK? Une rivalité, ça va pas se faire en une saison. Une rivalité, ça se fait sur 4, 5, 6, 10 saisons, 20 saisons, 30 saisons. Il faut prendre le temps d'instaurer une certaine rivalité et ça va prendre du temps. Moi, je parle pas de rivalité, moi, je parle de phénomène de rareté. Si jamais tu ajoutes des playoffs, ce qui pourrait peut-être être une bonne idée, à ce moment-là, tu fais en sorte que la saison régulière diminue, soit un peu plus courte. Donc, à ce moment-là, au lieu que tu aies des 6 et 7 affrontements entre deux équipes, tu en auras 3 ou 4. À 3 ou 4, ça se fait. Je comprends. C'est quand même l'engouement est encore là. Mais c'est pas normal qu'il y ait deux équipes qui se jouent 5 fois ou 6 fois durant l'année. Je trouve ça trop. Ça enlève la valeur à chaque match. Et c'est ça qu'il faut regarder. Mais je pense que ça, on est en train un peu de faire le bilan de cette première ouais, saison. oui, ouais, On n'est pas exactement. encore là. On va garder ça pour après le championnat, même après la finale, pour pouvoir faire ça comme il faut, avec toutes les données en main. Parce que c'est sûr que la finale sera très importante pour pouvoir évaluer cette première saison vraiment de manière objective avec le plus de précision possible et le plus de données possible. Continuons un peu je suis désolé, mais on va continuer un peu notre programme du jour qui est plus les résultats de cette semaine-là. York 9 qui s'impose à Winnipeg sur le terrain de Valor. 4-0 aussi, donc 2 matchs de York 9 en quelques jours seulement, en 4 jours, 2 victoires de 4-0. Encore Simon Adjei qui marque. C'est comme quoi, je pense que Simon Adjei a écouté le dernier CS à l'érable. Il a vu que toi et Anthony, vous vous moquiez de lui. Il s'est décidé de se lever et de marquer 2 buts. Hein. Je sais pas Effectivement, ce que tu en penses, mais il a été très bon sur ces 2 matchs-là. ouais, ça fait 2 matchs qu'il marque. Mais moi, celui qui m'a le plus impressionné contre Valor, c'est Telfer avec son doublé, là. C'était des beaux buts en plus. Puis Telfer qui est toujours aussi présent physiquement, autant contre le Forge que contre le Valor. Il a été présent. Moi, des fois, je le trouve un peu même arrogant dans sa démarche.
comment il regarde les joueurs adverses, comment il les accroche. Mais ça prend des fois un joueur comme ça dans l'équipe. Et d'ailleurs, qui est couronné par des sélections avec l'équipe de Trinité et Tobago. Et sinon, il y a Dikiara qui a encore marqué un penalty contre le Valor. Donc, il y a des buteurs qui reviennent. Par contre, Telfer, avec ces deux buts-là, il a pu remonter au classement des buteurs. C'est quand même une bonne fin de saison pour lui, qui, on se demande à la fin de son prêt où il va terminer, là. Ouais, mais c'est ça. Je pense que Telfer, je doute qu'il sera là de nouveau l'année prochaine, pour être très sincère. Euh, il a été très bon. Il a le niveau de la MLS, je trouve. Il a été vraiment très bon durant cette année. C'est lui qui a porté York Nine la plupart du temps, selon moi. Vraiment une bonne pioche pour York Nine, Ryan Telfer. De très bons buts. Est-ce qu'il sera avec Toronto l'année prochaine? Je doute. Mais je pense qu'il a sa place en MLS, peut-être dans une autre équipe, peut-être, je sais pas, une équipe d'expansion. En tout cas, il faudra voir où il va se retrouver. Mais un très très bon match. J'aimerais parler un peu de Diki Harat. Tu as parlé de lui. Oui, c'est lui qui est le tireur désigné des pénaltys du côté de York Nine. Il a marqué pour un deuxième match consécutif. Les deux matchs, bien évidemment, sur penalty. C'est un des joueurs qui m'a beaucoup surpris durant cette année. Je le connaissais pas, pour être honnête. Un bon milieu défensif, très rugueux, très, très, très physique. J'ai beaucoup aimé ce joueur-là. En plus, il est pas vieux du tout, hein. C'est un jeune joueur. Et je sais pas, c'est quelqu'un qui m'a impressionné durant cette année. Je sais pas qu'est-ce que tu as pensé de Dikara, toi? Est-ce que c'est un jeune joueur? Il a 27 ans, il n'est pas très jeune, mais il n'est pas vieux non plus. Donc, c'est quand même un joueur qui est capable de donner 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans en première ligue canadienne, puis devenir un des tauliers de cette ligue-là. Est-ce que toi aussi, tu as été impressionné par ce joueur-là? Ben oui, bien sûr, dès le match d'ouverture, quand j'avais été à Hamilton, si je me trompe pas, c'est lui qui avait eu une altercation avec Cal Becker. Oui, 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 c'est c'est ça. lui. Oui, Oui, effectivement. oui. Mais non, pour de vrai, moi, je le connaissais pas non plus. Il a joué un peu en Europe. Mais c'est le genre de joueur qui, tu sais, comme tu as dit, il a 27 ans et il a fait une bonne saison, mais il pourra pas vraiment. Je pense pas que vraiment il a joué dans des championnats d'Europe de l'Est. Donc, je crois qu'il est mieux près de la famille à York Nine qu'isolé en Europe de l'Est, là. Peut-être pour lui, des fois la Canadian Premier League, c'est aussi fait pour ce genre de joueurs-là. Au lieu que d'aller faire le tour du monde, rester proche de la maison, devant sa famille, ses amis, vivre décemment de sa passion. Ça peut être bien aussi pour lui, là. Je lui souhaite, s'il peut se trouver peut-être un contrat dans une autre ligue où il va être mieux payé une ligue plus médiatisée, par exemple la MLS, pourquoi pas. Est-ce qu'il a le niveau? J'ai des doutes là-dessus. Et il n'y a pas un très grand potentiel à son âge. Je crois que les milieux défensifs ont souvent une carrière plus longue que les milieux offensifs, là. Donc, ça sera à suivre. Mais c'est sûr qu'effectivement, cette année, il a fait une bonne saison. Puis, il a été un joueur régulier de l'équipe, malgré que l'équipe elle a eu des hauts et des bas, là. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi. Bah, juste pour un petit truc pour les auditeurs, il a joué en Russie, en première ligue en Russie, qui a quand même un très bon niveau. Il a joué avec le Krylia Sovetov, il a joué aussi avec le Torpedo Moscou. Il a joué juste quelques matchs avec eux, donc après 5 matchs pour le Krylia Sovetov, puis après un match pour le Torpedo. Mais n'empêche, c'est quand même un joueur qui a réussi à jouer quelques matchs dans un En championnat Europe. assez réputé en Europe. Le championnat russe, c'est loin d'être un mauvais championnat, hein. Après, bon, il est parti, il a joué au Kazakhstan aussi, puis il a joué En en Lituanie. Lituanie aussi. Mais bon, bref. Donc, bref, assez impressionné par ce joueur-là. Je ne m'y attendais pas du tout de le voir performer aussi bien. Mais c'est ça, donc York Knight finalement finit la saison, fini. Et sur le point, et dans ses 2 derniers matchs, a bien négocié cette fin de championnat.
Ils ont encore un match qui va se jouer ce week-end, dans 2 jours, samedi, contre le Halifax. Ils pourraient finir sur 3 victoires consécutives. Ça pourrait être quelque chose de bien pour York 9 pour commencer à construire pour l'année prochaine. Valor, c'est un peu plus compliqué. On a vu beaucoup de hauts et de bas. Beaucoup de bas lors de la première partie. C'était beaucoup mieux lors du championnat de printemps, mais on voit qu'il y a beaucoup de manquements à cette équipe-là. Et sur ce match-là, ils ont été complètement explosés par York 9 et c'est difficile. C'est très difficile. On voit une équipe qui j'ai pas vu aussi le Valor. Un Valor, par exemple, je vois que lui, Bélangoyette n'est pas là, par exemple, n'a pas joué ce match-là. Je pense qu'il est blessé, si je ne me trompe pas. Corrige-moi si j'ai tort, mais je pense qu'il est blessé. Je crois que oui, Ouais, effectivement. c'est C'est ça ça. qui était Donc, blessé. voilà. Ouais, ben, donc, bref, ça a été assez pénible pour Valor. J'espère qu'ils vont pouvoir construire à Winnipeg pour essayer d'être un peu meilleurs dans le futur. On passe au dernier match. Le match, c'était entre le Edmonton, les Eddies, face au Pacific FC. Une victoire d'Edmonton sur le score de 3-1. Une bonne victoire avec des buts de Ongaro Temgia et le but du petit jeune Prince Amonda, pour qui c'était le premier match en CanPL et qui se retrouve à marquer un but. Un tout jeune joueur de tout juste 18 ans. Vraiment, c'est beau. C'est la Canadian Premier League. C'est ce qu'on attend de la Canadian Premier League. C'est ce qu'on veut de la Canadian Premier League. Puis ça nous montre encore une fois combien c'est important d'avoir ce championnat-là. Très, très, très content de voir un petit jeune comme Prince Amonda marquer son premier but. Il l'a bien célébré. Et aussi, une dernière chose sur Edmonton, encore Easton Ongaro qui marque encore un but. Sur une passe de. Sur une passe de Amanda aussi, si je ne me trompe pas. Exactement. Tu as complètement raison. Donc, bref, très beau de voir ça. Très, très confiant pour le futur d'Edmonton. Je pense que ça va très bien. Très bien. On va le voir, le futur. On va commencer à le voir dès l'année prochaine. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, pour Edmonton. Eh bien, je pense il y a un très bon avenir avec les jeunes joueurs. Faut pas oublier, fait non négligeable, qu'Edmonton aussi a une académie, donc a la possibilité de lancer dans le bain des jeunes joueurs. Honnêtement, je pensais à ça aujourd'hui et pas mal toutes les équipes de la Ligue ont un créneau pour avoir accès à des jeunes joueurs ou des structures qui étaient déjà en place dans leur ville, sauf les HFX Wanderers. Et le classement reflète un peu ça actuellement, là. Ouais, c'est une très bonne déduction, bien évidemment. Halifax est dernier de ce championnat-là, avec 14 points en 17 matchs. Vraiment un bilan très, très mauvais pour Halifax, qui avait fini quatrième lors du championnat de printemps. Donc, une bonne régression du côté d'Halifax. Est-ce que on est en train de parler de la fin de Stephen Hart, mais ça, on en parlera lors de la prochaine semaine quand on va parler de Halifax, parce que Halifax n'a pas joué cette semaine. Mais revenons à ce match-là d'Edmonton Pacific. Aussi, on le sait qu'il y a eu beaucoup de jeunes joueurs aussi du côté de Pacific. Pacific, assez décevant sur ce match-là. Même si Ben Fisk a marqué un très bon but. Pour ceux Ouais. qui ne l'ont pas vu, je vous conseille de le voir. Mais très, très décevant pour Pacific lors de ce match-là. Est-ce que toi, t'es surpris encore? Moi, de semaine en semaine, je suis de plus en plus surpris par le niveau de Pacifique. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mauvais. Vraiment, je suis encore étonné du niveau que cette équipe montre. Ben, on a déjà discuté du sujet plusieurs fois. Malheureusement, il y a un peu de plusieurs facteurs, mais je pense que là, c'est la fin de saison, puis c'est un match à l'extérieur, t'as rien à prouver à ton public. Et c'est très difficile pour les entraîneurs de chercher la motivation en cette fin de saison. On voit ceux qui y arrivent le plus sont les plus concernés, là. Donc, je suis pas surpris. Je pense que le Pacifique est déjà en train de penser à la saison prochaine là, avec les jeunes joueurs qu'ils ont et tout. Je pense qu'il y aura certains qui vont être très convoités d'ailleurs. Puis, ce sera une saison à oublier.
Et j'espère pour eux qu'ils vont trouver un moyen de mobiliser les fans l'année suivante, parce que cette année, ils ont réussi malgré les intempéries, mais c'est pas non plus les fans des Wanderers, là. Donc, il va falloir qu'ils trouvent un moyen l'année prochaine et de peut-être pas miser sur. Je comprends qu'ils ont misé sur des joueurs d'expérience, mais ils se sont blessés et là, finalement, il n'y en avait pas assez. Le gros problème de Pacific, je pense, c'est que les joueurs d'expérience qui devaient encadrer l'équipe se sont blessés. Et ça a un peu laissé. Ça avait l'air d'une garderie, là. Oui, effectivement, tu as complètement raison. C'est quand même assez décevant, mais bon, on va revenir sur ce classement Oui. en date d'aujourd'hui. Donc, 18 matchs joués pour Forge FC, qui a un match joué de plus sur ses adversaires. En fait, le Forge FC a fini sa saison régulière. Il ne reste plus que la finale. Forge FC, c'est la seule équipe, la première équipe et la seule équipe à finir sa saison. Ils sont premiers avec 37 points. Juste derrière, on a le Cavalry FC avec juste 17 matchs de jouer, 35 points. Donc, en fait, Cavalry, s'ils s'imposent face à Edmonton samedi, ils seront non seulement juste champions du printemps, mais aussi champions d'automne. Ce qui est quand même, ce serait un très, très bon exploit. Assez mérité, mais quand même un très bon exploit. Si jamais ils ont un match nul, ben, ce sera Forge qui sera couronné champion. En troisième position, on a York 9 qui a réussi à reprendre cette place à la troisième position avec 23 points. Donc quand même, il y a 12 points d'écart avec le deuxième, qui est énorme. Même une fiche, pour ceux une fiche en dessous de 500, comme on dit en Amérique du Nord. Donc, ils ont plus de défaites que de victoires. 7 victoires, 2 matchs nuls, 8 défaites. Juste après, on a Valor FC avec 19 points en 17 matchs, Edmonton avec 18 points en 17 matchs, Pacific avec 17 points en 17 matchs, puis Halifax avec 14 points en 17 matchs. Bref, un championnat qui s'achève avec juste une dernière journée. Trois matchs qui vont finir, qui vont clôturer cette dernière journée. York 9 face à Halifax, Cavalry face à FC Edmonton, Pacific face à Valor. Et ça va clôturer cette première saison. Tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce classement-là, Daniel? Non, honnêtement, je pense que ça reflète bien la saison. Faut pas oublier qu'il y a un classement cumulé des autres saisons aussi. Et le gouffre entre les deux premiers et les cinq suivants est encore plus marquant. Je pense que, comme je l'ai déjà dit, j'aurais aimé un classement plus serré, mais on va voir. Là, j'espère que FC Edmonton va jouer à fond le dernier match pour qu'on ait un peu de suspense, là. Ouais, c'est sûr, ce serait intéressant. En tout cas, c'est le derby, encore le derby d'Alberta. Je sais qu'il y en a eu beaucoup, mais n'empêche, il y a un côté aussi, il y a un côté orgueil aussi qui devrait jouer. Est-ce qu'il voudrait vraiment encore perdre face à Cavalry? Ouais. J'espère que l'entraîneur d'Edmonton va pouvoir montrer que son équipe ne s'avoue pas vaincue, même avant même d'avoir joué le match. Jeff Paulus, je pense que c'est quand même un entraîneur assez reconnu. Et je pense pas qu'il va leur dire, je pense qu'il va bien les préparer pour qu'ils remportent ce match-là, en tout cas. Je pense que, Euh, effectivement, surtout que là, ils ont gagné 3-1. Tu sais, on a oublié le but de Temgia, là, qui a été formé à l'Impact de Montréal aussi. oui, oui, effectivement. Il avait marqué un but d'une facilité déconcertante, là. Il s'est retrouvé tout seul à contrôler. Je pense que c'était suite à un corner. Ouais. Et là, Paulus, s'il est capable de surfer sur cette vague-là pour espérer enfin gagner contre le Cavalry, ce serait bien parce que là, on aurait au moins deux champions, un d'automne, un printemps, et au lieu d'avoir le même champion les deux fois et que le. Ben, tu sais ce que j'en pense, là. Donc, Ouais, j'espère qu'on aura exactement. des matchs intéressants ce week-end, là. J'espère aussi que ce sera l'occasion, notamment pour le York 9, de laisser la chance à d'autres gardiens. Parce que Ingham a presque joué tous les matchs, championnat et Voyageurs Cup inclus. Il y a juste un match que Silva a joué en Canadian Premier League. Et pourtant, c'était la seule équipe à avoir trois gardiens. Mais c'est la seule équipe qui a eu aucun problème d'absence de gardien. Aucun carton rouge, aucune blessure, aucun appel en équipe nationale. Ouais, mais c'est ça, c'est intéressant. Ben, il va falloir, en fait, à un moment donné, faire jouer un peu les autres joueurs. Ou peut-être que l'entraîneur
a déjà vu ce que ces deux autres gardiens peuvent donner, puis il n'est pas très satisfait. Donc, c'est une possibilité aussi. Brennan, c'était quand même un très, très bon joueur. Donc, ancien international canadien, puis c'est un bon entraîneur de ce qu'on voit. Puis peut-être qu'il a jugé qu'ils n'étaient pas assez bons. Donc, ce sera curieux de voir déjà la décision qu'il va prendre. Puis après, dans la saison morte, est-ce que ces deux gardiens-là, le deuxième et le troisième, vont être conduits ou non? On verra ce qui va se passer dans le futur. Mais moi aussi, j'espère de bons matchs cette fin de semaine-là. On va passer à un autre sujet qui est quand même assez intéressant. C'est l'entrevue qui est sortie. L'entrevue de David Clanahan, le commissaire de la Première Ligue canadienne, qui est sortie sur le Chronicle Herald. Je vous conseille d'aller la lire. J'aimerais qu'on parle un peu de ce qu'il a dit. Il est très satisfait, bien évidemment, de la première saison de cette Première Ligue canadienne. Ça se passe quand même très, très bien. C'est quand même de très, très bons résultats qu'on voit avec quand même... Moi, je trouve que je ne m'attendais pas du tout à un niveau pareil. Je ne m'attendais pas du tout à voir tout ce qui s'est passé. C'est ce que lui, il dit. Il a beaucoup aimé, il a aimé les soirées de première, le fait que ils ont gagné leur premier match international contre Guatemala avec la Forge FC, il y a déjà eu un vainqueur lors de la Voyageurs Cup entre un club de la CanPL et un club de la MLS, donc Cavalry qui a battu les Whitecaps. Il y a plein de choses dont il est très satisfait. Par contre, il a dit des choses, et c'est ça qui m'intéresse un peu plus. Il a dit comme quoi ils sont prêts à s'adapter. Et que, par exemple, que le format de la saison pourrait changer. Qu'est-ce qu'il veut dire par le format? Il trouve que il y a eu beaucoup trop de matchs très rapprochés les uns avec les autres, ce qui a créé que beaucoup de fatigue et beaucoup de blessures. Il a parlé aussi du fait que Halifax était une équipe un peu trop éloignée, donc il va falloir aussi s'adapter au fait que c'est une équipe qui a eu beaucoup trop de déplacements. Donc bref, il y a plusieurs choses à s'adapter. T'as pensé quoi de cette sortie de David Clanahan? Moi, je trouve qu'elle a été très positive, puis j'ai beaucoup aimé le fait que non seulement ça a été positif et ça a l'air qu'il n'a pas envie de se reposer sur ses lauriers, au contraire, il sait qu'il y a encore beaucoup de travail, puis il est prêt à mettre la main à la pâte. Eh bien, moi, j'ai bien aimé effectivement la sorte de bilan qu'il a fait là, par rapport à la popularité, par contre, il a aussi mentionné que la Ligue cherchait à améliorer le rendement offensif et il voulait utiliser les statistiques à cet effet pour voir est-ce que dans les autres ligues, les buteurs marquent de quelle partie du terrain, de quelle distance du but. Donc, il y a vraiment une volonté d'aider la Ligue à aller vers l'avant et offrir un bon spectacle offensif pour les spectateurs. Et par rapport à la cédule, comme on dit, à l'horaire calendrier, ben, je pense que ça aurait été faire preuve d'aveuglement que de nier qu'il y avait un problème à cet effet, notamment pour Halifax. D'ailleurs, le journal était fait, l'entrevue était faite par un journal des Maritimes, donc c'est pour ça qu'il y avait un focus sur Halifax. Donc, Halifax, l'idéal, c'est qu'ils aient au moins une équipe des Maritimes ou au moins au Québec pour qu'il y ait moins de longs déplacements à faire, parce que leur déplacement le plus proche, c'est York 9, euh, qui est quand même assez loin. Et aussi, le dessert avec lequel il avait terminé l'article, c'était sur le sujet de l'expansion, sujet qui fascine tous les fans de la Ligue à travers le Canada. Et il avait mentionné que il n'est pas en mesure de confirmer une huitième équipe pour la saison 2020, qui avait plusieurs projets en cours, mais qui sont à différents niveaux de préparation, qui ne voulaient pas presser pour être sûr qu'une équipe ne tombe pas par la suite. Là, si on compare avec d'autres ligues nord-américaines où des clubs ont été faits de manière active et ont dû fermer boutique assez rapidement, je comprends sa prudence dans la manière de procéder. Donc, c'est sûr qu'on veut tous une huitième équipe, parce que ça permettrait déjà d'équilibrer le calendrier. Mais à voir s'il y a des projets intéressants, parce que là, on est bientôt à la fin de la saison. Est-ce qu'ils veulent entendre la fin de la saison pour faire une annonce quelconque?
Je sais pas, toi, est-ce que tu penses il y a des chances qu'on ait une huitième équipe pour 2020? Moi, je serais très surpris s'il n'y en a pas. Pour être très honnête, là, moi, très sincèrement, je pense qu'un huitième équipe, c'est extrêmement important, même que je vais aller même plus loin. Pour moi, il faudrait qu'il y ait 10 équipes en 2020. 2020, Et c'est impossible, dit équipe. Peut-être en 2021. 2020, je vois pas d'où elle sortirait. Il n'y a eu aucune annonce. Il y aurait au moins une qui aurait été annoncée, je pense, là. très sincèrement, moi, je pense pas au contraire. Moi, je pense que la Première Ligue canadienne attend que sa première saison finisse pour continuer le vibe. Parce que ce que j'ai beaucoup aimé du côté de la Première Ligue canadienne, c'est que, point de vue marketing, ils sont très forts. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils font, point de vue marketing. Même si, bon, ça avait l'air un peu désorganisé au début, au fur et à mesure de la saison, j'ai bien aimé ce qui a été fait. On parle de plusieurs choses. On a parlé du concert Kiss, on a parlé de plein de choses comme ça. Mais j'ai bien aimé et je pense qu'ils veulent garder ce vibe, ils veulent garder ce momentum. Ils veulent faire en sorte que on continue à parler de cette ligue-là, même durant la saison morte. Donc, je pense qu'ils vont faire des annonces durant cette saison morte. Après, il y a beaucoup de rumeurs, il y a très peu de rumeurs par rapport à des équipes qui rejoignent la Première Ligue canadienne en 2020. Mais oublie pas, on est mois d'octobre, hein? On est mois d'octobre, puis la saison ne commence qu'au mois d'avril. Donc, Effectivement. c'est sûr que d'ici un mois, si jamais il y a quelques petits préparatifs à faire, d'ici le mois de décembre, c'est possible qu'on ait des annonces. Et trois équipes, c'est encore possible. Je dis pas que je pense que la probabilité est quand même assez basse, mais n'empêche, tout est encore possible, même si on n'a pas eu des rumeurs. Et moi, je trouve que si jamais ils veulent que cette ligue-là devienne de plus en plus importante et continue cette progression, il faut un minimum de trois équipes pour 2020, avec de nouveau deux ou trois équipes ou quatre équipes de plus pour 2021, pour arriver à quelque chose comme 15 à 16 équipes en 2022-2023. En tout cas, ça, c'est mon point de vue à moi. Il faut que la progression elle reste exponentielle et qu'elle reste assez grande parce que c'est important. C'est important de montrer que ils sont là et ils sont là pour rester. Ils sont là, ils sont sérieux et que l'intérêt est là pour encore plus donner de l'intérêt à cette ligue-là. Et moi, je trouve que pour une première saison, c'est déjà réussi. Pour une deuxième saison, il faut continuer à frapper des gros coups, dont ces trois expansions-là. Après, on verra. On verra ce que ça va donner. Ouais, on s'en reparle. De toute façon, on aura l'occasion de valider nos différentes théories à ce sujet dans les prochaines semaines. Exactement. En tout cas, c'est loin. On a toute la saison morte pour parler d'expansion. C'est pas le moment maintenant. On va Ouais. passer à notre dernier sujet chaud. En fait, le sujet chaud, le sujet qui brûle à nos lèvres depuis le début de ce podcast-là. Cette victoire de l'équipe nationale canadienne masculine face à l'équipe américaine masculine à Toronto. Victoire du Canada. Première victoire depuis 34 ans de l'équipe nationale masculine canadienne face aux États-Unis sur le score de 2-0. Début marqué par Alphonso Davies, la jeune pépite du Bayern de Munich, et le deuxième but par Lucas Cavallini qui joue en Liga MX du côté de Pachuca. C'est quand même extrêmement beau d'expérimenter une victoire canadienne face à l'ogre américain. T'as pensé quoi de ce match-là, Daniel? Moi, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais commencer. Je vais te laisser commencer à inaugurer ce segment-là entre l'équipe canadienne et l'équipe américaine. Eh bien, moi, j'ai constaté une performance en grande pompe de l'équipe nationale canadienne. Malgré, honnêtement, quand il y a la blessure de Marc-Anthony Kaye au début, j'avais peur que ça chamboule un peu les plans de Herdman. Et après ça, tu sais, on a eu une première mi-temps avec des occasions ratées et j'avais peur qu'on regrette ces occasions par la suite. Et que c'était trop beau pour être vrai et que pourra pas gagner ce match-là. Et après ça, après le but de Davis, le but, d'ailleurs, même la séquence en soi, elle était frustrante quand
Il y avait eu la perte de balle de David devant la défense, mais là, la mauvaise relance de la défense qui a permis de récupérer le ballon, de passer. Tout était parfait sur ce but-là. Et après ça, quand l'entraîneur a pris le choix risqué de sortir ses deux attaquants pour entrer deux autres de très bon niveau eux aussi, je vais pas te cacher que j'ai eu peur. J'ai eu peur d'un parce qu'il y avait Mark Anthony Kay qui était blessé, donc on était rendu à nos trois changements. Et j'ai eu peur aussi parce que je me suis dit, on a Davis et David qui sont en grande forme aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on les sortirait? Pourquoi pas utiliser leur énergie, leur vitesse, leur dévouement pour au moins une dizaine de minutes supplémentaires. Mais finalement, Herdman nous a fait mentir parce que Cavallini a offert une très grande performance pour le temps qu'il était sur le terrain. Il a couronné le tout par le deuxième but, puisque je vais pas te mentir, à la 90e, j'avais peur quand l'arbitre a annoncé les 3 minutes supplémentaires. J'avais peur. Mais au moins, il y a eu le but de Cavallini qui a pu nous rassurer. Toi, qu'est-ce Oui, que tu en penses? effectivement, j'aimerais juste corriger, c'est pas avec Pachuca que Cavallini joue, mais avec Puebla. Je suis vraiment désolé Merci, de mon désolé, ouais, erreur. merci. Euh, Écoute, très sincèrement, comment te dire, j'ai eu peur une seule fois durant le match. Je suis très honnête, je trouve que le Canada a dominé cette équipe américaine, mais et je vais mettre un 3 tirés en dessous de dominer parce que ils ont dominé sur tous les compartiments du jeu, ils ont dominé cette équipe américaine. Oui, cette équipe américaine manquait plusieurs joueurs. On voit que plusieurs joueurs. Il manquait Altidore surtout qui est encore blessé, mais on le sait, ils sont très souvent blessés et on voit que cette équipe sans Altidore fait un peu moins peur. Sargent a été un peu quelconque. Bon, il est encore jeune. Bradley a été l'ombre de lui-même parce que l'équipe canadienne avait un plan de match très, très précis avec un pressing très, très haut sur Michael Bradley. Ce qu'on demande depuis des millénaires quand on parle de Michael Bradley. En tout cas, moi, j'en parle sur différents podcasts, dont celui-là, où je demande à ce qu'il y ait une pression constante sur Michael Bradley, que ce soit dans l'équipe nationale, que ce soit au sein de l'équipe nationale ou au sein de Toronto FC. Je demande tout le temps à ce qu'il y ait une pression très, très importante sur Michael Bradley. Puis on a vu combien ça a fait. C'est ça qui a amené le premier but. Grâce à cette pression sur Michael Bradley, c'est Scott Arfield qui a récupéré le ballon et qui a créé cette chance de marquer là. Et c'est ça qui a amené ce premier but-là. Donc, le Canada a dominé. Deux, ce que j'ai adoré, c'est qu'on a beaucoup parlé de la suspension de Doniel Henry. Très sincèrement, j'ai préféré la défense centrale Cornelius Vittoria à la défense centrale Henry Cornelius. Très sincèrement, j'étais très sceptique à voir Steven Vittoria dans cette équipe. Je l'ai dit, je l'avais répété à un moment donné, mais je suis convaincu par ce joueur-là. Oui, il a 32 ans, mais il joue en Portugal. Il joue en première division portugaise, puis il m'impressionne parce qu'il a été très, très bon. Il a été excellentissime, même, je trouve. Il a amené cette sérénité qu'il fallait en défense centrale, puis ça a beaucoup aidé. Trois, j'ai beaucoup aimé Kamal Miller sur le côté gauche parce qu'on voit très souvent Richie Laryea sur le côté droit en défense s'avancer, puis Kamal Miller va être un peu plus en retrait, ce qui crée qu'en sorte que il y a toujours trois défenseurs qui sont derrière. Laryea qui monte souvent, Miller qui est un peu plus en retrait. J'ai bien aimé ce côté-là. Quatre, si encore quelqu'un me parle, encore une seule personne vient me dire que Samuel Piette n'a pas sa place en équipe nationale canadienne, euh, je ne sais pas ce que je ferais. Parce que durant ce match-là, Samuel Piette a prouvé que non seulement il avait cette place dans l'équipe nationale canadienne, mais qu'il devrait être un partant 100% du temps face aux grosses équipes, parce que ce gars-là est une pièce extrêmement importante du système de John Herdman.
Donc le monde me disait, ouais, mais Steven Eustáquio, il va venir, il va pousser Samuel Piette, puis il va plus avoir sa place en équipe nationale. Non, non. Samuel Piette est un joueur extrêmement important dans le dispositif de John Herdman. Il est là pour rester. Il a joué un match extraordinaire face aux États-Unis. Puis très sincèrement, beaucoup vont me dire, oui, mais tu es quelqu'un qui défend toujours Samuel Piette, puis tu es biaisé parce qu'il est un joueur de l'impact. Je suis vraiment désolé. Allez voir sur le site de MLSsoccer.com en anglais. Allez écouter les commentaires durant le match sur One Soccer, les commentaires anglophones. Allez lire les journalistes américains qui ont tous encensé Samuel Piette. Ça n'a rien à voir avec une partisanerie québécoise. Ça a à voir que ce joueur-là est excellentissime et il l'a encore prouvé. Une dernière chose qui est intéressante, c'est le bon coaching de John Herdman. On l'a bien tapé, on a descendu comme il faut, et toi et moi, Daniel, et toi et moi, et dans plusieurs autres podcasts, on l'a descendu comme il faut, parce qu'il avait très mal pris et très mal fait lors de la Gold Cup. Il a fait plusieurs décisions houleuses. Cette fois-ci, comme tu l'as dit, il a joué sans Hoylett et sans Cavallini. Et il les a remplacés. Il a fait 2 changements assez avec beaucoup de courage en remplaçant Alphonso Davies et Jonathan David pour ces 2 joueurs-là. Puis ça a payé. Ça a payé parce que Cavallini a marqué un très beau but. Osorio a été excellent aussi sur le côté droit, puis après sur le côté gauche. Et une dernière chose aussi qu'il a très bien fait, que dire de la prestation du jeune Liam Fraser à la place de Marc-Anthony Kaye quand il s'est blessé? C'est sa première sélection avec l'équipe nationale canadienne. Il a été très, très bon. C'est un petit jeune de 21 ans qui n'a même pas encore été à 100% titulaire avec Toronto. Bref, chapeau John Herdman, chapeau l'équipe nationale canadienne. Une victoire à 100% méritée. Par contre, c'est pas tout. Il va falloir garder les pieds sur terre parce que le match prochain, en novembre, c'est ça qui va être important. Ça va être très important de ne pas perdre. Je ne dis pas de gagner aux États-Unis, de faire un match nul pour pouvoir se qualifier, ou si jamais on perd 1-0, je pense qu'on pourrait encore passer. Mais même là, moi, je préfère s'il y a un match nul. Il y a un match nul, et puis là, à ce moment-là, on va prouver qu'on n'est plus la petite équipe de rien du tout. On est vraiment une des forces en CONCACAF. C'est sûr que moi, je pense qu'il faut y aller à fond pour le match à Orlando. Moi, je pense qu'il y a les moyens d'aller chercher un point ou même les 3 là. Je veux dire, si on joue comme si on joue avec la même intensité, je vois pas pourquoi ce serait impossible d'aller chercher les 3 points. Ce ne sera pas impossible, ce sera difficile par contre, parce qu'ils vont jouer quand même chez eux. On n'est pas une équipe qui marche très bien à l'extérieur. Ça va être un match. Dans ce match-là, ce match aller-là, de cette victoire de 2-0 du Canada, le Canada a été clairement un underdog. Un underdog en anglais, ça veut dire clairement pas le favori. C'était vraiment l'équipe favorite, c'était les États-Unis. Puis c'était quand même une surprise de voir le Canada remporter le match face aux États-Unis, malgré la génération dorée, malgré les États-Unis restent une des 2 meilleures équipes de la région avec le Mexique. C'est le Mexique et les États-Unis, ça a toujours été eux qui ont dominé la région. Et c'était une surprise. Donc, je pense que les Américains ont été piqués dans leur orgueil. Les Américains vont tout faire pour ne pas répéter ça parce qu'ils sont maintenant, si vous regardez les réseaux sociaux, les Américains et l'équipe nationale américaine, l'entraîneur américain, le sélectionneur Greg Berhalter, ils sont très, très critiqués. Ça part dans tous les sens. Ils sont insultés à droite et à gauche. Il va y avoir beaucoup de pression pour que les États-Unis fassent mieux. Il va falloir faire mieux. Et ça va être très difficile pour le Canada parce qu'il y a quand même de très, très bons joueurs du côté américain. Effectivement, c'est sûr que là, le match, l'effet surprise ne fonctionnera pas là-bas. Et en plus, un match à l'extérieur, ça reste un match à l'extérieur, peu importe contre qui. Là. Donc, ce ne sera pas facile, mais moi, je pense qu'il y a moyen de, comme on dit au Québec, il y a moyen de moyenner.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il y a toujours moyen, tu as complètement raison. Là. Mais écoute, ça va être difficile. J'ai bien aimé aussi le système tactique de John Herdman qui a vraiment fermé le milieu de terrain. Tu as remarqué ça? On a très, très peu vu Weston McKennie et Christian Pulisic. Pulisic a essayé de marquer un but. Et en fait, je t'avais dit, quand j'avais parlé à un moment, je t'avais dit, il y a juste un seul moment dans le match où j'ai eu peur, cette occasion manquée par Christian Pulisic. Beaucoup vont me dire, oui, mais c'est Milan Borjan qui a fait l'arrêt. Oui, il a fait l'arrêt, mais Pulisic a très mal tiré. C'était juste après l'occasion David, de David. Juste après l'occasion de Jonathan David. Et c'était une passe de Jordan Morris pour Christian Pulisic. Et Pulisic a tiré presque sur le gardien. Et moi, j'avais peur à ce moment-là. Je me suis dit, si Pulisic marque, c'est la fameuse, dans ma tête, quand j'ai vu cette action-là, avant que Borjan ne fasse l'arrêt, avant que Pulisic ne rate son tir plutôt, euh, je me suis dit, OK, nous revoilà de nouveau, encore une fois où l'équipe qui domine ne va pas remporter le match, encore une fois où c'est le favori sur une mésentente va pouvoir marquer le but et puis se sauver avec un hold-up sur le score de 1-0. Et finalement, ce n'était pas le cas parce que Pulisic a mal tiré. Et d'un autre côté, bon, Borjan devait être là. Borjan devait être là pour faire l'arrêt. Il était là, il a été sur ses appuis. C'est un bel arrêt, sauf que c'est plutôt un tir manqué de Pulisic. Mais là, c'était la seule occasion où Pulisic a été très dangereux. Jordan Morris a dû s'excentrer assez souvent pour créer du danger. Et Pulisic aussi a dû s'excentrer parce qu'au milieu de terrain, Weston McKennie n'a pas vu la forme du ballon, même, si je peux me permettre de le dire. Et il a rarement vu le ballon, il a rarement été en possession de ses moyens. J'ai parlé un peu plus tôt de Bradley qui a été très pressé. Roldan, c'est la même chose. Il a fait une énorme erreur en première mi-temps où il a failli il a créé un revirement que malheureusement Jonathan David n'a pas pu en profiter avec un bel arrêt de Zach Steffen juste après. Bref, c'est le milieu de terrain qui a complètement, au milieu de terrain, ça a été complètement bloqué. Ça a été très bien négocié par les Canadiens. effectivement, sûr que ben Pulisic, tu sais, on s'attendait beaucoup à lui parce qu'il joue dans une grande équipe en Europe. Il n'a pas fait un mauvais match, mais je pense que c'est surtout la domination du milieu de terrain par l'équipe canadienne qui a fait en sorte qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait là. Oui, effectivement, effectivement. Et une dernière chose par rapport au fait que il y a eu quand même quelques surprises dans ce 11 américain avec Yedlin qui a été mis à droite à la place de Cannon ou bien même de Lima. On a vu Lovitz qui a joué tout le match à gauche qui a été horrible, mais horrible durant tout le match. En défense centrale, on n'a pas eu de Miasga comme ce que pensait Antoine Latran, un des rédacteurs en chef de Culture Soccer, a pensé que ça allait être lui en défense centrale. Ça a été Tim Ream à côté de Aaron Long. Au milieu de terrain, on s'attendait à ce que ce soit Bradley et soit Trapp, parce qu'on a l'habitude de le voir là, soit Leggett. Finalement, ça a été Bradley Roldan. Bref, beaucoup de changements ça n'a pas marché pour Greg Berhalter. Je pense que le capital confiance que Berhalter avait du côté de la presse américaine, du côté même de la fédération américaine, commence au fur et à mesure à partir. Puis, bref, je m'attends à ce que bon, bref, je pense pas que ça va durer très longtemps avant que ça saute. En tout cas, le match au mois de novembre, je pense que il jouera son poste, Greg Berhalter. Du côté du Canada, il faut continuer. Il faut continuer. Il faut être assez humble pour aller à Orlando puis essayer de ramener un bon résultat. Un match nul, moi, je pense, serait extrêmement important. Tu as d'autres choses à ajouter sur ce match-là, Daniel, ou Non, j'ai pas grand-chose à ajouter. C'était un très bon match mais il faut pas non plus. C'est pas la finale de la Gold Cup. C'est pas une qualification en Coupe du Monde, donc il faut continuer à jouer, là. Il y a d'autres matchs qui s'en viennent. J'espère aussi que la CSA va commencer à programmer des matchs amicaux parce que c'est urgent. Oui, c'est sûr que ce serait important, mais j'aimerais juste te corriger. C'est peut-être pas la Gold Cup, mais c'est presque des qualifications à la Coupe du Monde, hein, parce que
Le Canada a besoin de se retrouver dans le top 6 en CONCACAF pour faire partie du X, pour avoir une chance énorme de se qualifier en Coupe du Monde 2022. Si jamais ils sont hors de ce top 6, ces chances-là viennent de diminuer, selon moi, par 3 ou par 4. Donc, oui, c'est presque la qualification vers la Coupe du Monde. En tout cas, ça va être une très, très grande partie de la qualification. Donc, il faudra faire très attention à ce match-là, à ce match retour-là. Effectivement, j'ai hâte. On va avoir de la difficulté à dormir d'ici là. Ouais, ben c'est ça, ça va être difficile. En tout cas, le prochain match, ce sera le 15 novembre à Orlando, comme l'a dit Daniel, à 7 heures. Ben écoute, Daniel, ça m'a fait vraiment plaisir d'être de retour avec toi au micro pour ce 12e épisode de CSL Érable. Encore, j'ai eu beaucoup de fun comme d'habitude. Merci encore d'être là, toujours au rendez-vous, de remplacer quand il faut et de continuer ton excellent travail. Moi, j'ai beaucoup de fun à faire ce podcast-là. Je te remercie toi aussi. Je te souhaite un bon retour à tes activités sportives et autres. Ouais, Et j'attends les prochaines échéances avec impatience, que ce soit la finale de la 15e Premier League, que ce soit le match d'équipe nationale à Orlando, que ce soit même plus loin la Ligue des Champions avec l'Impact de Montréal. Il y a des bons matchs qui arrivent dans les prochains mois. exactement, il y a beaucoup de choses qui arrivent, ça va venir très vite. Et même durant la saison morte, on sera toujours là. Merci à vous, nos chers auditeurs, de nous écouter. Vous êtes toujours en plus grand nombre de semaine en semaine. N'hésitez pas à nous donner vos avis et à parler, à nous parler un peu de ce que vous aimez dans ce podcast-là, de nous donner des nouvelles par rapport à ce podcast. Merci encore pour tout et à la semaine prochaine. Culture, soccer.